tous amoureux du génie des mots, merci d'être avec nous pour une nouvelle année, puis surtout un nouvel épisode de Souffleur d'Histoire. Notre souffleur d'histoire avec nous pour bien commencer 2021, c'est le docteur Philippe Preil qui nous arrive de la France avec un livre publié chez Albin Michel, Moi, apprendre à vivre, avec son meilleur ami et son pire ennemi. Quel beau programme pour l'année. Bonjour docteur Philippe Preil. Bonjour. Alors, vous nous arrivez avec ce livre, apprendre à vivre avec la meilleure partie de soi, et puis les parties un peu plus sombres ou cauchemardesques. Vous nous dites d'emblée, notre cerveau éprouve du plaisir à découvrir et à évoluer. Donc ce n'est pas perdu, il y a des manières de faire qu'on peut peut-être apprendre pour apprendre à vivre mieux. Oui, c'est exact, et ça commence dès que nous sommes bébés, parce qu'on voit bien, notre bébé, quand il apprend à marcher, il va tomber 10 000 fois pour apprendre à marcher, et il recommence, et il a envie d'apprendre. Même chose quand il dessine. Donc ça nous enrichit et nous sommes heureux de progresser. C'est une réalité depuis que nous sommes petits. Alors, vous nous dites qu'être heureux, c'est un peu ce qu'on cherche, parce que parfois dans le fait d'être heureux, on est heureux et puis ça passe. Donc c'est une recherche permanente, mais vous dites que ça dépend des codes culturels. Est-ce qu'il y a différentes manières d'être heureux, de rechercher le bonheur ? Oui, tout à fait. En fait, fondamentalement, nous ne savons pas vraiment ce qui nous rend heureux. Comment savoir qu'on va être heureux en portant un jean serré, en mangeant des huîtres? C'est bien notre culture qui nous apprend tous ces codes. Il n'y a que très peu de choses comme le goût du sucré, le chaud, la douceur que l'on perçoit immédiatement, mais tout le reste on l'apprend. Et d'une manière plus générale, c'est tout notre vécu qui est réinterprété par notre conscience. Ce qui fait qu'on va pouvoir être heureux quand une chose arrive, et pourtant on n'était pas spécialement heureux, par exemple, et sinon malheureux quand quelque chose n'arrive pas. Par exemple, si je gagne une médaille d'argent, ben je vais pouvoir, si c'est le summum de ma réussite, je suis extrêmement heureux. Si j'ai raté la médaille d'or, je suis extrêmement malheureux. C'est ça l'interprétation. Et donc effectivement, il y a une façon constante de nous entraîner au bonheur qui, en plus, ne dure pas. C'est pas parce qu'on a atteint un niveau de bonheur qu'il va rester éternellement. Donc il faut se réinventer. Alors, si c'est culturel, comment est-ce qu'on peut faire pour à la fois être bien dans sa culture et en même temps avoir le bonheur comme on le sent de manière subjective? De toute façon, on le fait tout à fait naturellement. La culture, il faut bien comprendre, ce ne sont qu'un ensemble de codes. C'est ce que j'appelle des conditionnements latents. Moi aussi plus tard comme papa, moi aussi plus tard comme maman, etc. Mais ces codes, nous ne sommes pas du tout obligés de les suivre. Et c'est ce qui se passe dans nombre de cas. Les enfants se distinguent très vite de leurs parents. On a vu que les enfants, en fait, sur le plan culturel, se rapprochent très vite de leur père, de ceux avec qui ils vivent à l'école, et que la distance va s'établir avec les parents. On l'observe aussi bien en Angleterre, dans les familles nobles, entre guillemets, que dans d'autres milieux culturels. C'est un phénomène général. Vous dites que le moi est multiple. Alors, de quel moi est-ce qu'il faut s'occuper? Vous dites que parfois il y a autant de moi que de personnes qu'on rencontre. Ah oui, d'accord. Il y a des facettes de notre personnalité qui s'expriment. Est-ce qu'on a un moi profond ou est-ce qu'on s'occupe indistinctement de chacune de ces facettes? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, et nous le savons instinctivement, c'est que nous avons une bibliothèque de rôles. Et que suivant les circonstances, on ne va pas être le même avec son banquier, son boulanger, son conjoint, ses enfants, ses amis, etc. Et nous avons des automatismes qui se sont créés et qui font que quand on arrive dans un endroit donné, on a le rôle tout de suite qui est adapté, qui se met en place. Après, ce qui est fondamental, c'est de finalement se poser la question, est-ce que ce rôle-là me plaît ou pas? Moi, je vois par exemple en thérapie des gens qui sont adorables au travail, exécrables à la maison. Et ils sont malheureux à cause de ça. Mais je leur dis, vous n'êtes pas obligé de jouer ce rôle de père fouettard. Pourquoi ne pas prendre le rôle qui marche si bien au bureau, où vous êtes à l'écoute des gens, où vous rigolez, vous blaguez, et vous êtes vraiment attentif aux autres? Pourquoi ne pas avoir le même rôle à la maison? Et oui, c'est vrai.
Et donc, effectivement, ils vont changer à ce moment-là progressivement ce rôle. Et ça peut aller très vite parce que quand on joue un nouveau rôle, et je dis bien joue comme un acteur, eh bien, nous apprenons nous intégrons ce nouveau rôle comme faisant partie de notre bibliothèque de rôle. Alors, c'est notre moi qui devient plus riche. Absolument. Alors, vous nous dites, en fait, comment embellir les moments de sa vie. On peut multiplier les moments qui nous rendent heureux parce qu'on sait finalement ce qui nous fait du bien. On peut amplifier le vécu des bons moments ou on peut augmenter son attention au présent. Et vous dites, les personnes qui ont une tendance à se construire une sorte de malheur sont des personnes qui n'arrêtent pas surtout de faire le focus, donc de porter leur attention sur ce qu'elles ne veulent pas. Alors que les personnes qui vont vers le fait de cultiver une part de bonheur sont des personnes qui arrivent à accepter ce qui n'est pas comme elles l'auraient souhaité. Alors on dit que le cerveau ne connaît pas la négative. Est-ce que ça a un lien avec le fait que ressasser tout le temps ce qu'on ne veut pas, etc., c'est vraiment foncer contre un mur et finalement construire son malheur? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans certaines situations, nous pouvons rencontrer des obstacles, des choses difficiles. Et là, il y a deux grands types de comportements. Il y a l'évitement expérientiel, je vais faire autre chose, je vais contourner l'obstacle, et c'est souvent source de problèmes. Et puis, il y a ceux qui se disent, ben, finalement, cet obstacle, il génère en moi de l'inconfort psychologique, je ne sens pas bien, mais je vais quand même l'affronter et quand même avancer. Et c'est vrai que quand je réussis cela, eh bien, j'aurai des niveaux de bonheur plus importants. Et c'est ce qu'on va ressentir, par exemple, tout simplement en apprenant du ski. Au début, on va se casser la figure X fois, c'est comme la marche de l'enfant, et puis progressivement, on va se mettre à être de plus en plus doué. Donc c'est sûr que les efforts sont payants, très clairement, et la volonté de réussir sa vie aussi. Vous nous suggérez en fait d'apprendre à choisir, d'aimer ce qui nous arrive. Pour nous, notre vie est fondamentalement une interprétation de la réalité. Et quelquefois, quand certains événements se produisent, on veut vraiment s'y opposer parce que ça ne nous plaît pas fondamentalement, alors que nous ne pourrons pas y échapper. Là, la question se pose de la façon dont on peut vivre les choses. Je vais vous donner un exemple. Cet exemple nous est fourni par Tal Ben-Shahar, qui est un des plus grands spécialistes au monde de la psychologie positive, et il expliquait qu'il était, et son livre c'est Choisir sa vie, et il expliquait qu'un jour il s'est retrouvé à devoir faire un cours, il avait accepté de le faire il y a longtemps, puis au moment où il devait écrire le cours, il se disait mais ça ne m'intéresse plus, je ne veux plus faire ça, ça m'embête, et donc il était très mal, et puis il laissait traîner les choses. Puis un jour il s'est dit mais attends, finalement, tu as ce cours à faire, bah, fais-le, et fais-le à fond, tu verras si tu peux en sortir quelque chose, mais en tout cas, tu ne peux pas être plus malheureux qu'aujourd'hui, alors vas-y. Et effectivement, il s'est rendu compte qu'en faisant ce choix de sa vie, d'accepter de traverser ce moment, eh bien, ce cours l'a enrichi, et il a compris que c'était une façon fondamentale d'être heureux. Mais alors, dans l'acceptation, on peut se poser la question, accepter jusqu'où? Et en fait, on peut avoir peur de se perdre, ce qui est tout à fait logique. Et là, vous nous dites que la boussole, ça doit être nos valeurs. Oui. Et vous en parlez très très bien. Vous nous dites, finalement, c'est un peu comparer les valeurs à un jardin. Et vous nous dites, nos valeurs sont comme les plantes du plus beau jardin de notre monde intérieur, notre paradis à nous. Certaines sont rustiques et ne nécessitent qu'un peu d'eau de temps en temps. D'autres sont plus exigeantes et demandent des soins quotidiens. Le secret, c'est que c'est le jardinier qui fait le paradis. C'est lui qui arrange cet espace de senteur et de beauté qui nous font vibrer et nous oriente vers les bons choix, c'est-à-dire nos passions et nos bonheurs quotidiens. C'est ça, cultiver notre jardin intérieur. C'est le rôle le plus important de notre vie, celui de notre moi, si nous voulons en faire notre meilleur ami. Je vous remercie beaucoup d'avoir lu ce passage qui correspond vraiment au message le plus important que je tiens à passer avec ce livre. Nous sommes le jardinier de notre moi intérieur et tout ce que nous faisons va agrémenter notre vie et en faire quelque chose de bien. Et c'est vrai que quand on veut savoir ce qui est important pour nous, il faut arriver à ressentir ce qui nous fait vibrer et ce qui a du sens.
Et ça, c'est essentiel. Et on le sent très bien parce qu'à un moment donné, il y a quelquefois des carrefours dans la vie. On a un accident ou un cancer ou le Covid et on se dit, mais finalement, est-ce que ma vie a du sens? Mais là, c'est qu'on ne sent plus les choses vibrer. Alors il faut revenir en soi et se dire, mais qu'est-ce qui te fait vibrer, toi, vraiment? Et réorienter notre vie dans ce sens-là. Alors vous nous encouragez à chercher nos diamants, chacun a des diamants. Oui. Derrière ses propres souffrances, on peut voir, on peut essayer de comprendre pourquoi on souffre tant, qu'est-ce qui est malmené. On peut essayer de comprendre derrière des actions très fortes qu'on a posées, qu'est-ce qui nous motivait, ou finalement avec une rétrospective dans le passé, voir quels étaient les moments qui nous ont apporté énormément de joie. Vous nous encouragez à chercher nos diamants, même à travers ce que vous appelez le désespoir créatif. Oui, tout à fait. En fait, quelquefois, les choses se présentent comme un choix antinomique. Je donne un exemple, parce que quelquefois, nous voulons faire une chose, mais il faut traverser un inconfort psychologique pour y arriver. Et finalement, c'est comme si on se retrouvait sur un bateau et qu'on voulait traverser la baie pour rentrer au port, mais en cours du voyage, il y a plein de pensées, d'émotions, de sensations parasites qui nous gênent, et on se dit, voilà, tout ce monde-là à la cale, et on ferme la trappe, et on se met sur la trappe, et pendant ce temps-là, le bateau va n'importe où. Et là, on se retrouve avec deux choix. Soit je veux un soulagement immédiat, et je ferme bien la trappe, mais ma vie, elle va n'importe comment. Soit j'accepte l'inconfort psychologique de ces pensées parasites, et je vais rentrer au port, et je vais être content. C'est ça le choix créatif. Alors, vous nous dites aussi qu'on peut soit être vraiment dans le moment présent, s'abandonner à la sieste, humer le vent, s'étirer, observer la forêt, se laisser planer, nager au gré des courants, être pleinement présent à ce qu'on vit. Il s'agit d'un vécu intense et riche. Et c'est notre principale perte, car en ayant accédé à la conscience réflexive de notre moi, il ne nous est plus aussi simple de retrouver le naturel absolu de notre inconscient cognitif, cette forme de conscience absolue des animaux et de jeunes enfants. Alors, pour conclure, Dr Philippe Preil, comment est-ce que vous pourriez encourager les auditeurs, mais les lecteurs de votre livre « Moi, apprendre à vivre avec son meilleur ami et son pire ennemi » à osciller ou avoir des parts, des moments bien précis pour ce moment présent et puis des moments plus de conscience cognitive? Oui, ce qui est sûr, c'est que nous pouvons tout à fait retrouver des moments de présence, et c'est ce que l'on fait à travers des pratiques comme la méditation, le yoga, la pleine présence, etc. Donc ça, c'est excessivement précieux, mais c'est aussi, nous retrouvons ce même plaisir justement quand nous sommes complètement dans des activités, comme nous jouons du piano, quand nous écrivons, quand nous faisons ce qui nous plaît, quand nous skions, etc. Nous sommes complètement au présent, notre moi n'existe plus, le temps n'existe plus, les émotions n'existent plus, nous sommes complètement dans l'action. Et quand nous sommes absorbés comme ça, nous retrouvons notre naturel du petit enfant ou de l'animal. C'était le docteur Philippe Preil qui était avec nous dans Génie des mots. C'était notre souffleur d'histoire de la semaine, voilà, venu nous présenter son livre. Tout ce qu'on vous souhaite pour cette année 2021, pour qu'elle commence en fanfare, eh bien, c'est de prendre du temps pour vous, qui c'est au coin du feu, ou en tout cas dans un lieu qui vous convient, pour redécouvrir comment cultiver votre bonheur au quotidien, comment accéder à votre moi, et à vraiment trouver ce qui vous est propre, ce qui vous mène à plus de vie, plus de vitalité, plus de petits bonheurs quotidiens, ou de grands bonheurs en tout cas. C'est ce qu'on vous souhaite et que vous retrouverez tout au long du livre du docteur Philippe Preil. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Dans un épisode de Souffleur d'Histoire. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. À bientôt.